visite du président turc au Tchad, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue tchadien Idriss Déby ont signé plusieurs accords. En Tunisie, le syndicat national des journalistes a manifesté pour soutenir les journalistes emprisonnés en Turquie. Puis l'armée nigériane tente de rassurer ses troupes face aux attaques du groupe djihadiste Boko Haram qui se sont accentuées ces 2 derniers mois. Et voilà pour le sommaire, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promulgué la loi électorale. Ce texte va encadrer les élections à venir dans le pays. Toutefois, il reste contesté, notamment sur la disposition portant sur le seuil de représentativité. La loi en question prévoit que les partis devront recueillir au moins 1% des suffrages au niveau national pour être autorisés à siéger. Cette loi est censée répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins antérieurs, mais pour l'opposition, elle va plutôt exclure les candidats indépendants du processus électoral. Le président turc était en visite au Tchad à l'occasion. Recep Tayyip Erdogan et son homologue tchadien Idriss Déby ont signé mardi 5 accords. Cette visite du dirigeant turc à N'Djamena est une première dans le pays. Reportage. C'est la première visite qu'effectue Recep Tayyip Erdogan à N'Djamena. Au cours de sa visite, le président turc a rencontré son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Leur entretien s'est soldé par la signature de 5 accords. Des accords qui concernent entre autres l'impôt sur le revenu, la coopération en matière de jeunesse et sport, la coopération technique et de développement, la promotion et la protection des investissements, ainsi que la coopération dans le partage d'informations et d'archives diplomatiques. Les 2 chefs d'État se sont félicités de la parfaite convergence de vues entre leurs pays sur les questions internationales, notamment le terrorisme et le conflit israélo-palestinien. Le Tchad a sollicité l'engagement de la Turquie dans la recherche et l'exploitation pétrolière. Le pays a également sollicité Ankara pour la construction d'un aéroport à Djermaya, à une trentaine de kilomètres au nord de N'Djamena, mais aussi pour la construction d'un pont sur le fleuve Chari, au sud de N'Djamena. En marge de cette visite, un forum économique auquel ont pris part des entreprises et des hommes d'affaires tchadiens, ainsi qu'une centaine d'hommes d'affaires turcs, a été organisé. Les gardes-côtes italiens ont annoncé que 2 navires ont secouru dans la nuit de lundi à mardi 255 personnes se trouvant à bord de 3 embarcations en Méditerranée. Elles étaient parties de la Libye avant une vague de mauvais temps. Voici les précisions. 255 migrants ont été secourus en Méditerranée en début de semaine. Ils se trouvaient à bord de 3 embarcations en Méditerranée après avoir quitté la Libye. Ces interventions humanitaires se sont produites moins de 2 jours après l'appel du pape François à ne pas ignorer le drame des migrants souvent expulsés de leurs terres par des dirigeants prêts à verser du sang innocent. L'ONG Proactiva Open Arms a secouru un canot pneumatique à bord duquel se trouvaient 134 personnes. Un navire militaire de l'opération européenne anti-passeurs Sofia a de son côté secouru près de 230 personnes occupant 2 autres petites embarcations. Les passeurs en Libye ont abaissé, entre autres, en raison du mauvais temps en hiver, le prix de la traversée à 400 € par personne, mais cherchent à mettre un maximum de migrants sur les canots pneumatiques. Le syndicat national des journalistes tunisiens apporte son soutien aux journalistes turcs emprisonnés en Turquie. À cet effet, les membres du syndicat ont manifesté mardi à Tunis en solidarité. Il faut dire que cette manifestation intervient à la veille d'une visite du président turc Recep Tayyip Erdogan dans le pays. Voici la réaction de quelques manifestants.
Nous profitons cette année de la présence du président turc en Tunisie pour envoyer un message de solidarité et un message de protestation contre l'oppression des journalistes en Turquie et aussi un message au président tunisien sur la nécessité de soulever avec son homologue turc la question de la liberté et les arrestations des journalistes en Turquie. Il faut finalement continuer le combat, il faut être également prudent, il faut toujours mener un combat pour la liberté de l'expression, pour la liberté de presse, pour finalement la liberté du peuple turc finalement, pour donc ne pas tomber dans un état dictatorial. Au Libéria, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle qui a opposé l'ex-star du football George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai, les Libériens sont désormais dans l'attente de leur nouveau président. Il faut dire que le bon déroulement de ce scrutin a été salué par les observateurs sur place. Voici les précisions. Le dépouillement des bulletins de vote entamé dans la soirée de mardi devrait se poursuivre dans les prochains jours jusqu'à la proclamation du nom du vainqueur. Un nom que les Libériens attendent désormais avec impatience. Les observateurs de l'Union européenne et du Liberia Elections Observation Network, un réseau d'associations de la société civile, ont salué l'amélioration de l'organisation du scrutin et son déroulement pacifique. Le lendemain de Noël, date choisie pour un scrutin initialement fixé au 7 novembre, laissait craindre une baisse de la participation. D'abord, on peut dire au début de la journée que la participation est un peu plus faible qu'au premier tour. Mais heure après heure, on a vu de plus en plus de personnes aller voter. La seconde chose, c'est qu'il y a une amélioration dans la manière dont la Commission nationale électorale et les gens qui travaillent pour eux ont géré le processus. Donc, c'est intéressant de voir ça. De ce que nous avons personnellement observé ici, la participation ne peut pas être moins de 60%. En tout, ça pourrait être un peu plus ou moins. Mais il y a des estimations qui disent que la participation est assez faible, ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que globalement, c'est difficile de faire 70% lors du second tour d'une élection. C'est un peu moins parce que l'enthousiasme retombe, beaucoup de candidats ne sont plus dans la course, donc la mobilisation des électeurs est moindre. Dans un pays qui n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1944, la réussite de cette élection apparaît plutôt comme cruciale. La transition est critique et si nous y arrivons, si le Libéria y arrive, alors l'Afrique de l'Ouest sera gagnante, l'Afrique sera gagnante. C'est pour ça que même la communauté internationale est assez intéressée par cette élection en particulier. Nous sommes intéressés par toutes les élections, mais celle-là a un intérêt particulier pour l'international et bien sûr pour l'Afrique. Le président élu doit succéder à Ellen Johnson Sirleaf, qui lui cédera le pouvoir le 22 janvier prochain. Le nouveau chef de l'État sera investi pour un mandat de 6 ans. Le Libéria reste un pays meurtri par 14 années de guerre civile, puis par l'épidémie d'Ebola dont il peine à se redresser. Après plusieurs années de forte croissance, l'économie a stagné entre 2014 et 2016, affectée par Ebola et la chute du prix des matières premières. Redresser l'économie sera donc l'une des priorités du vainqueur de ce scrutin. Voici les détails. Première république d'Afrique noire fondée en 1822 sous l'impulsion des États-Unis pour des esclaves noirs affranchis. Indépendante depuis 1847, le Libéria a été l'un des 3 pays les plus affectés par l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée en Afrique de l'Ouest en décembre 2013. Cette épidémie qui a duré plus de 2 ans a causé plus de 4800 morts dans le pays. Après plusieurs années de forte croissance avec un sommet à 15,7% en 2007, l'économie libérienne a stagné entre 2014 et 2016, affectée par l'épidémie d'Ebola et la chute du prix des matières premières. Par ailleurs, les 14 ans de guerre civile quasi ininterrompue qu'a traversé le pays entre 1989 et 2003 ont fait quelques 250 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. 2 guerres civiles qui ont provoqué l'effondrement de l'État, dévastant l'économie et les infrastructures industrielles.
Malgré d'importantes ressources de minerais de fer, de caoutchouc et d'huile de palme, la majeure partie de la population manque de services de base comme l'électricité et l'eau courante. Devant un tel tableau, la priorité du prochain président est toute définie. Il s'agira de redresser l'économie en berne afin d'améliorer les conditions de vie des 4,7 millions de Libériens. Ce journal se poursuit. Les attaques du groupe djihadiste Boko Haram se sont accentuées au cours de ces 2 derniers mois au Nigeria, rendant ainsi la situation sécuritaire et humanitaire du pays très préoccupante. Et face à la situation, les responsables de l'armée nigériane tentent de rassurer les troupes. Voici le reportage. L'insécurité a atteint un record des plus élevés au Nigeria avec les attaques du groupe terroriste Boko Haram qui ne cessent de croître. Ces 2 derniers mois, le groupe djihadiste a en effet multiplié les attaques contre des villages. De nombreuses régions restent en outre totalement inaccessibles et les civils ne peuvent se déplacer que sous protection militaire. Mais malgré cet état des lieux peu reluisant, l'armée nigériane a aussi enregistré des victoires dans la lutte contre le terrorisme, de quoi rebooster les troupes. J'ai commandé le dur sacrifice de nos officiers et soldats actuellement engagés dans l'opération La Filla Dolé et d'autres opérations à travers le pays. Cette célébration témoigne de notre succès, mais aussi de notre courage, des défis et de notre loyauté pour assurer la paix et la sécurité au Nigeria. Boko Haram a fait son apparition 8 années plus tôt. Outre le Nigeria, le groupe terroriste lance des attaques et commet des attentats suicides dans les pays voisins comme le Cameroun, le Niger et le Tchad. Il a déjà provoqué la mort d'au moins 20 000 personnes. Et pour finir, au Sénégal, le rugby n'est pas le sport numéro 1, mais il se développe comme le foot et la lutte. Des centres sont installés dans 8 régions du pays. Une maison du rugby installée à Yoff, un quartier de Dakar, veut faire de ce sport l'un des préférés, les plus aimés des Sénégalais. Reportage signé Tchèque Berté. Lève-toi, garde la balle. Il est où le soutien? Assi n'a pas oublié ses racines. Cette joueuse professionnelle de rugby veut transmettre sa passion ici à Yoff, un quartier défavorisé de Dakar. Face au football et à la lutte, c'est auprès des tout-petits qu'elle veut faire exister le rugby. Elles ont envie de faire la même carrière que nous, donc c'est à nous de les pousser à fond, les sensibiliser pour qu'ils sachent que le rugby c'est un sport de combat. C'est pas facile, mais bon, la façon qu'on les entraîne, ça va les motiver et surtout, ils ont besoin de plus de motivation, donc c'est très important pour eux. Quand on joue, c'est très simple. Quand tu attaques, qu'est-ce que tu dois faire? Oumi, quand tu attaques, comment tu t'y prends? Assis pour tous ces jeunes, c'est un modèle, peut-être un peu plus pour Oumi. À 11 ans, cette petite fille est un espoir de la maison du rugby. Elle habite à quelques pas d'ici. Elle a un rêve, c'est lui de devenir joueuse professionnelle. La maison du rugby m'aide beaucoup. J'apprends plein de choses. Plus tard, j'espère devenir une grande joueuse. Ici, c'est super. Je suis avec mes amis. Regarde Tata Assi est là. C'est mon idole. Peut-être suivra-t-elle le chemin de Basile. Lui a 19 ans. Il joue dans l'équipe nationale du Sénégal et surtout dans celle des Panthers de Yoff, la meilleure du pays. L'entraînement se fait sur la plage. À défaut de pouvoir s'entraîner sur de l'herbe, il est arrivé à la maison du rugby à l'âge de 10 ans en suivant son frère. C'est la maison du rugby qui m'a permis d'être un joueur professionnel et de jouer au niveau là où je joue en ce moment. Mon rêve, c'est d'aller jouer en France, dans un club comme Toulouse, le transmettre à mes frères qui sont là. Je veux que le rugby aussi devienne un sport phare comme le football, le basket, la lutte. La maison du rugby, elle révèle les talents, elle les offre une structure, elle les fait sortir dans la rue. Et cela va beaucoup plus loin que le rugby. Fatou s'occupe de l'éducation dans l'établissement, une partie essentielle. Nous forgeons des hommes. Nous forgeons des hommes. Qu'ils deviennent des internationaux ou bien qu'ils deviennent autre chose demain. L'essentiel pour nous, c'est qu'ils puissent donc se réinsérer dans la vie, donc que ce soit sociale et professionnelle, donc dans le futur.
Les cours de soutien scolaire ont ici la même importance que les sports. Et puis le rugby, c'est aussi comme la vie. On prend des coups, on se relève comme au combat. À Yoff, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Voilà, c'est sur cette note du Sénégal que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.